L'invité du vendredi avec Sylvie. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio JM et aujourd'hui on reçoit une femme dont la parole compte, journaliste, animatrice et rédactrice en chef de la matinale sur Radio J. Elle a choisi de briser un silence encore trop pesant, celui de l'infertilité, de la PMA, de la douleur invisible. Dans son livre 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA, Ilana Ferradian raconte son parcours avec une sincérité rare, un courage immense et une plume qui touche droit au cœur. Un récit bouleversant, lucide et nécessaire. Ilana Ferradian est avec nous ce matin. Bonjour Ilana, merci d'être là. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors déjà Ilana, comment se porte la jolie Victoria, votre petite fille qui va bientôt fêter ses 2 ans d'ailleurs? Alors d'abord merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à nos amis marseillais que j'embrasse. Écoute, ma fille va très bien, elle va fêter ses 2 ans là le 1er juillet. Donc c'est vrai que je suis très contente que ce livre sorte parce que c'est vrai que comme je le dis, c'est une déclaration d'amour envers elle et c'est un témoignage qui lui est dédié. Donc voilà, tout va bien, grâce à Dieu. Eh ben, c'est l'essentiel. Alors justement, vous le dites, c'est un message d'amour pour elle, mais c'est aussi un livre qui est un cri du cœur, un journal intime. Alors c'est sans filtre. Et moi, je me posais quand même déjà 2 questions, pas une, mais à quel moment vous avez décidé de le publier et puis pourquoi avoir choisi aussi d'écrire quelque chose d'aussi personnel, Ilana? En fait, comme le sous-titre du livre l'indique, c'est vraiment un journal de bord, c'est-à-dire je l'ai pas écrit au lendemain de ma grossesse, je l'ai vraiment écrit au jour le jour pendant les 6-7 années où je galérais en fait. J'ai écrit vraiment mes émotions, comment je les traversais au jour le jour. Et c'est vrai que au fil des mois, au fil des années, ça commençait à être assez long. Ça commençait à faire des pages et des pages. Et puis je me suis dit pourquoi pas si un jour cette histoire termine bien, la publier et peut-être donner de l'espoir à celles qui, comme moi, étaient dans l'attente d'avoir ce bébé. Donc c'est vrai que la décision de le publier dépendait surtout de l'issue, quoi. Je voulais vraiment ma happy end pour que ça soit publié. Alors, écoutez, heureusement que vous l'avez publié. Et d'ailleurs, vous aviez déjà 25 ans, toute jeune, quand on vous annonce que finalement il faudra passer par la FIV. Quelle a été votre première réaction? Alors ma première réaction, c'est que j'ai pas du tout compris en fait ce que la première gynécologue me disait en fait très clairement. C'est-à-dire j'avais fait tout un bilan de fertilité au bout d'un an et demi d'essai, donc tous les examens, l'échographie, l'utérographie, les IRM, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent peut-être tout ça. Et puis à la fin, j'arrive avec tous mes résultats et en fait la gynécologue me dit écoutez, vous avez ça, donc en partie l'endométriose, peut-être qu'on va en parler plus tard. Oui. Et donc il faudra que madame fasse une FIV. En fait moi à l'époque, comme tu disais, j'ai 25 ans, je comprends pas du tout ce qu'elle est en train de me dire. Parce que pour moi la FIV c'était un processus vraiment pour les femmes de plus de 40 ans qui n'avaient pas eu le temps de trouver quelqu'un ou qui avaient eu une carrière trop importante, j'ai pas du tout compris et ça a été quand même très dur. Cette annonce a été dure, mais ce qui est le plus dur, c'est ce qui est arrivé après surtout. Oui, il y a eu beaucoup de moments très difficiles. D'ailleurs, on vit cet ascenseur émotionnel. En tout cas, moi, je l'ai lu, votre livre, il est formidable. Et puis surtout, on ressent les choses avec vous. On ressent que ce soit dans l'écriture, on se sent proche de vous. On a envie d'être avec vous, de vivre les choses avec vous. Et surtout, c'est un petit peu un réveil pour tous ceux qui ne vivent pas forcément la même épreuve que vous. Ouais. C'est aussi ce message que vous avez voulu transmettre à travers ce livre, ce journal. C'est avant tout quand même quelque chose que j'ai écrit pour celles qui luttent, qui sont toujours dans l'attente. Donc c'est les premières, on va dire, je veux pas mentir, c'est les premières destinataires de ce livre. Après, évidemment, moi j'aimerais aussi que ce sujet soit mieux compris, peut-être mieux compris. C'est-à-dire que les personnes qui ne traversent pas forcément ces parcours-là et qui peuvent parfois être dans le jugement ou dans la compréhension, puissent le lire et comprendre aussi ce que toutes ces femmes traversent, parce que je pense que quand on est dans ces parcours PMA, on a un petit peu toutes les mêmes émotions et oui, c'est pas seulement un livre, c'est vrai que c'est un livre qui s'adresse en priorité à celles qui luttent et à qui j'ai vraiment envie de donner beaucoup d'espoir, mais c'est aussi un livre qui s'adresse à des personnes qui veulent juste
simplement peut-être découvrir ce que c'est l'infertilité ou essayer de mieux comprendre si par exemple quelqu'un a une personne dans son entourage qui vit ça et qui aimerait savoir comment la soutenir peut-être, quelles sont peut-être les choses à faire, à ne pas dire. C'est aussi pour ces personnes-là que j'ai écrit, oui. Alors oui, parce qu'il y a eu effectivement des réflexions que vous avez reçues, on le lit dans ce livre, parce que ça donne quand même, c'est vrai que votre but, vous l'avez dit, c'est pas forcément de parler aux personnes qui ne vivent pas ça, à ces femmes qui ont ces grossesses, on va dire, faciles, mais finalement, on se prend quand même une claque quand on lit ce genre de livre, parce que on peut avoir tendance, sans le vouloir, à faire du mal parfois à celle qui vit cette épreuve. Et vous le dites dans votre livre, c'est assez incroyable, vous avez même perdu un petit peu des amis à cause de ça, Ilana. Ouais, je pense que c'est compliqué en fait. C'est compliqué, on va dire, de garder un petit peu la même attitude quand on traverse ce genre d'épreuve. Et bon, certains ont la chance d'avoir des amis qui sont très compréhensifs et qui sont là pour épauler, mais c'est vrai que moi j'ai pas forcément eu cette chance parce que déjà j'étais très jeune quand je me suis mariée, j'étais la première à vouloir un enfant, donc j'avais pas forcément ce soutien ou cette écoute que j'attendais. Et c'est vrai qu'il y a des réflexions qui font très mal et surtout dans la communauté, c'est vrai que la pression sociale, elle doit être mise par la mère, par la belle-mère, par aussi on voit les autres amis qui font d'une famille, qui ont des enfants, et puis nous on se retrouve un peu là, un peu peut-être sur le côté, exclu. En tout cas c'est comme ça qu'on le ressent. Et forcément on peut s'éloigner, se sentir éloigné. Donc ouais, après tout dépend de comment on vit les choses. Mais c'est vrai que pour moi c'est une des choses les plus difficiles, ouais. Alors, il y a aussi des moments forts dans ce livre, Ilana, et d'ailleurs ça démarre par une phrase très forte, en métaphore, en émotion, quand vous citez exactement, je vais vous citer, « Je suis une toxicomane en manque, un manque de ce que je n'ai pourtant jamais eu, un bébé ». Alors, cette image, elle est quand même dingue. Je vous avoue qu'elle donne les frissons. Pourquoi finalement parler de manière aussi brute ? Franchement, pour moi, c'était vraiment des émotions que je gardais au départ pour moi. C'est-à-dire, j'écrivais comme on écrit dans un journal intime. Donc, je pensais pas forcément que quelqu'un allait un jour lire, tout ce que j'avais posé sur le papier, les tréfonds de mon âme. Mais je me suis dit après, il faut pas que quand j'ai relu en fait le livre pour publication, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que je supprime certains passages, est-ce qu'il faut aussi que j'adoucisse certaines choses. Et en fait, je me suis dit, non, c'est justement ce que le monde, ce que les gens aiment, c'est aussi la sincérité, c'est le fait qu'on soit complètement pur et sincère dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on vit. Donc j'ai pas voulu édulcorer, j'ai vraiment voulu conserver les sentiments profonds que je ressentais à ce moment-là, et j'ai voulu vraiment être la plus franche possible, quoi. Oui, effectivement. Alors c'est vrai qu'on est saisi par le ton de votre livre, parce qu'il n'est pas plaintif réellement. Il est pas héroïque, il est brut, il est honnête. Il est vivant, avec quand même une petite touche d'humour. Je vais en venir puisque vous avez évoqué l'endométriose, parce que vous le dites dans votre livre, vous êtes atteinte d'endométriose, mais d'anénomiose, avec une trompe obstruée, vous l'expliquez. Mais derrière ça, il y a une petite touche d'humour que vous rajoutez. Quand vous dites, c'est pas une nouvelle marque de fringues branchées parisienne. Voilà, c'est tout vous, j'ai l'impression, Ilana. Je pense que l'humour, ça permet aussi de décristalliser certaines choses, et c'est vrai que moi j'aime rire, j'aime l'humour, j'aime la vie malgré tout ce qui a pu se passer, et c'est vrai que l'humour c'est aussi une arme, et bon, le plus drôle dans le couple, c'est mon mari, et c'est lui aussi qui tout au long de ce parcours a fait beaucoup de blagues au sujet de la PMA. Après, je ne sais pas si d'une autre personne ça aurait eu le même impact, c'est-à-dire faire des blagues parfois très crues, très
très spécial un peu sur ce qu'on vit. C'est quand même mieux quand ça vient de personnes proches que quand ça vient d'inconnus. Mais bon, c'est vrai que l'humour, c'est important. C'est important de garder ce petit côté-là et penser que la vie continue, quoi. Oui, d'ailleurs, votre mari, alors il apparaît de manière très discrète dans ce livre, Ouais. mais j'imagine quand même que c'est un parcours qui est difficile de traverser à deux. Comment vous avez géré tout ça? C'est vrai que c'est compliqué parce que beaucoup de couples se séparent, souvent pendant les parcours PMA, parce qu'émotionnellement ça peut être très difficile. Après beaucoup d'échecs, après des fausses couches, après beaucoup de désillusions. Il y a des couples qui tiennent pas forcément le coup et c'est compréhensif. Nous, ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Moi, je me suis posé énormément de questions, je me suis interrogée. J'imagine beaucoup de femmes qui passent par là aussi se posent la question, est-ce que le mari, le compagnon va rester avec moi si j'arrive jamais à faire un enfant? Est-ce qu'on va pouvoir durer? De quelle manière? Comment on est censé évoluer finalement dans notre couple? Ça, c'est des questions, je pense que beaucoup traversent. Et nous, en fait, je pense que c'est le fait d'avoir toujours gardé espoir et d'avoir toujours continué. Je me suis jamais arrêtée. J'ai toujours enchaîné en fait les traitements et j'ai jamais perdu espoir en fait. Donc, je me suis dit, ce bébé, je l'aurai coûte que coûte et mon mari m'a soutenue dans cette épreuve. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance-là d'avoir une épaule sur laquelle pleurer, sur laquelle me soutenir quand c'était vraiment très compliqué. Bien sûr. Alors justement, dans ce livre, on a plusieurs renseignements médicaux, Ilana, au-delà du parcours psychologique, parce que vous le dites très bien, et tout au long de ce parcours, on le voit, vous souffrez clairement, psychologiquement, physiquement, mais vous gardez cette foi. Et vous mettez quand même, vous touchez un point essentiel dans ce livre, c'est l'adénomiose. Ça, ouais. C'était important pour vous d'en parler parce que on peut se tromper entre l'endométriose, mais en même temps, c'est une forme d'endométriose. C'est quoi exactement, Ilana? Alors, en fait, l'adénomiose, c'est une sorte de cousine, de variante de l'endométriose. Donc, l'endométriose, en fait, ce sont des tissus qui ressemblent en fait à de l'endomètre et qui vient se placer sur des organes là où ils n'ont rien à faire en fait. C'est-à-dire, on peut trouver de l'endométriose sur les ovaires, sur la vessie, sur le rectum, parfois dans des cas très graves sur les poumons et sur d'autres organes. Et c'est des tissus en fait qui provoquent des inflammations pendant la période des règles, mais pas seulement. Ça provoque aussi beaucoup de désagréments avant et après les règles. Et l'adénomiose en fait c'est une cousine de l'endométriose. C'est de l'endométriose en fait qui est dans le muscle utérin, c'est-à-dire directement dans les ovaires, vraiment dans le muscle. Oui, j'ai voulu en parler parce que bon, c'est vrai que c'est une maladie dont on parle de plus en plus maintenant aujourd'hui, heureusement. Mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand une femme venait voir un médecin et lui disait j'ai mal pendant mes règles, est-ce que c'est normal, et qu'on lui disait oui, c'était quand même assez spécial. Aujourd'hui, je suis contente qu'on puisse mettre des mots sur ces mots-là, MAUX. Et oui, c'était important de parler. Après, il y a tellement d'autres souffrances gynécologiques. Il n'y a pas seulement l'endométriose, il y a aussi les syndromes des ovaires polycystiques, il y a les femmes qui n'ovulent pas, etc. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de problèmes finalement gynécologiques et biologiques, et on essaye encore toujours de trouver des solutions, mais c'est vrai que c'est compliqué pour les femmes, quoi. Bien sûr. Alors justement, vous décrivez la médecine reproductive comme souvent brutale, surtout au début de votre livre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre relation avec les médecins et l'univers médical en général, avant de rencontrer bien sûr un homme dont on va parler dans un instant? Ce qui m'a marqué, c'est déjà la dureté de certains examens qui faisaient quand même très mal. Donc je raconte l'épisode notamment de l'hystérographie. Donc c'est un examen gynécologique qui pour moi a été très douloureux, mais après, comme je le dis, c'est assez étonnant, et c'est aussi ce qui est étonnant avec le corps humain, c'est qu'on réagit pas tous de la même manière. C'est-à-dire, Sylvie, si demain vous faites un examen, vous allez peut-être pas du tout avoir mal, et moi je vais avoir très mal. C'est très bizarre, c'est le corps humain qui est comme ça, mais moi c'est vrai que la dureté des examens, c'est quelque chose qui m'a marqué,
Puis surtout le fait d'avoir l'impression d'être un peu, je dirais pas du bétail, mais on a l'impression d'être un peu traité comme du bétail finalement, d'être une personne de plus quand on va voir un médecin qui ne propose rien finalement vraiment d'inédit, de spectaculaire. On est juste un numéro de plus, quoi. C'est ça qui m'a surtout marqué et qui m'a inquiété pendant longtemps, avant justement que je rencontre le fameux professeur, le fameux Dieu. Oui, le fameux professeur Renato Franchin. C'est l'autre homme qui joue un rôle central quand même dans votre parcours, puisque lui, d'ailleurs, signe la préface du livre. Parlez-nous de lui, du professeur Renato Franchin. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors, Renato Franchin, c'est le 3e médecin qui m'a vraiment pris en main, on va dire, parce que c'est vrai que les 2 autres auparavant, je n'avais pas cette connexion, il n'avait pas forcément aussi compris comment il devait s'y prendre avec moi. Et lui, en fait, quand je le rencontre avec mon mari, on est tout de suite assez troublés parce que il me dit des mots très forts. Après, bon, je ne vais pas spoiler le livre, mais c'est vrai qu'il me dit des mots très forts et en fait, il me redonne confiance dans quelque chose que j'avais peut-être un peu perdu, c'est-à-dire devoir être là et devoir encore subir des examens. Lui, il est là, il me dit attendez, stop, on va se calmer, on va respirer bien fort et vous allez réussir à tomber enceinte. Et donc forcément c'est quelqu'un qui, c'est aussi grâce à lui que ma fille est née et que j'ai pu faire ce livre. Et oui, et c'est important, vous le dites, et vous le faites comprendre aujourd'hui dans cette interview, qu'il ne faut surtout pas hésiter à rencontrer plusieurs médecins, s'il le faut, si vous le ressentez. Alors la psychologie, vous l'avez passé un petit peu rapidement, mais ça peut marcher, peut-être pour certains, mais pour vous, vous le dites encore une fois avec humour, cette histoire de psychologie. Oui, c'est sûr que bon, c'est très important d'avoir trouvé une oreille attentive, pas forcément même un psychologue, mais juste quelqu'un qui puisse nous écouter et prendre un peu notre peine et voilà, la consoler. Mais bon, moi j'ai pas eu une super expérience avec les psychologues. Après, je pense quand même que ça peut débloquer pas mal de choses. Donc oui, il faut, de toute manière, il faut tout tester. Il faut tout tester. Ce qui pourrait nous faire du bien. Voilà, on n'a rien à perdre, quoi. Alors dans votre livre, en plus de toute cette histoire que vous vivez, vous mettez aussi du lexique médical. C'était important aussi de garder cette information dans votre livre? Oui, je pense, parce que pour les personnes qui sont pas du tout dans ce milieu, et en fait c'est rigolo parce que j'étais il y a quelques jours au salon du livre de la Viso à Paris, et en fait les gens regardaient la couverture, ils lisaient le journal de bord d'une PMA et ils pensaient que c'était PME. Ils ne comprenaient pas du tout, en fait. Ils disaient mais c'est quoi PME, c'est une entreprise. Et donc du coup je me suis dit tant mieux que j'ai pu faire ce lexique, parce que voilà, les gens les lecteurs auront toute possibilité de comprendre un petit peu mieux ce que signifient certains acronymes. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on n'est pas du tout dans ce milieu. AMH, IMG, ça peut être un peu étranger, donc non, c'était important pour moi d'inclure ça, et puis c'est peut-être une petite déformation professionnelle, peut-être que je suis journaliste, donc c'était important. Oui, non, effectivement. Alors, je voudrais savoir quels sont les retours un petit peu que vous avez reçus des femmes qui qui ont vécu la même épreuve que vous, qui la vivent en ce moment même, ou qui ne la vivent pas, mais qui ont eu cette révélation aussi. J'ai eu de très très bons retours, et j'ai été très touchée de l'accueil que le livre a reçu. Alors évidemment, il y a les femmes qui sont dans ces parcours-là et qui m'ont envoyé des messages, mais vraiment adorables, à me faire tirer les larmes, en me disant que le fait d'avoir lu ce livre, ça leur avait vraiment redonné de l'espoir. Et quand je dis ça, vraiment, pour moi, c'est le meilleur retour qu'on puisse me faire, en fait. C'est la meilleure récompense. Oui. Et puis les femmes aussi qui passent pas par là, qui me prennent mieux et qui m'ont dit si j'avais su à l'époque, peut-être que je me serais comportée différemment. Voilà, donc je suis contente quand même de ces retours-là. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, vous réveillez les consciences. Alors, vous terminez aussi votre livre par cette phrase. Est-ce que je peux la donner à l'antenne ou pas?
Parce que... Oui. Ah, alors voilà, je veux pas spoiler tout non plus. C'est quand vous dites à la fin, allez, virgule, on recommence avec un point d'interrogation. Ilana, alors, on recommence ou pas? Écoutez, je vais pas vous donner le scoop parce que j'ai déjà fait hier sur une radio concurrente, mais j'ai recommencé et Baruch Hashem, j'attends une deuxième petite fille aujourd'hui. Oh là là, bah écoutez, je suis ravie. Pour moi, c'est le scoop parce que j'ai pas entendu sur l'autre radio, donc je suis contente. Vous voyez, je suis ravie. Donc voilà, c'est aussi encore quelque chose, peut-être un motif d'espoir pour celles qui nous écoutent. Faut pas s'arrêter forcément aussi au premier traitement. Moi, j'ai recommencé, j'ai refait des traitements, quitte à devoir attendre 7 ans pour avoir peut-être un deuxième enfant. Mais bon, ça a été finalement plus rapide que prévu. Et comme je le disais d'ailleurs hier, je pense que le corps se souvient. Le corps a une mémoire et mon corps s'est souvenu que je pouvais porter la vie. Et ça, c'est vraiment un motif d'espoir pour toutes les femmes qui nous écoutent. Oui, effectivement, vous me donnez les larmes, tout comme j'ai eu les larmes en lisant votre livre. Bravo Ilana, hein, vous êtes sympa, de bon matin. Merci beaucoup Sylvie. Alors, on va bien sûr clôturer cette interview parce que le temps passe, mais on pourrait rester beaucoup plus longtemps puisqu'on vous retrouve Ilana chaque matin sur Radio J, mais aussi vous vous retrouvez d'ailleurs régulièrement sur France Télévisions, sur LCI, notamment pour débattre de la situation en Israël. Alors d'ailleurs, après ce combat pour devenir mère, je me dis que finalement vous retrouvez face à ces gros contradicteurs, c'est presque du repos pour vous. Franchement. Non mais c'est rigolo parce que souvent on me dit mais c'est fou parce que tu arrives à garder ton calme face parfois à des gens qui ont des propos hallucinants, vraiment très anti-israéliens, voire antisémites et tu arrives à garder ton calme. Mais en fait il faut garder son calme. Je pense que ça sert vraiment à rien de s'énerver en plateau et de commencer à invectiver les uns et les autres. De toute façon, on sait que la vérité est de notre côté, la vérité est pour nous. Et moi, je sais que quand je suis sur un plateau télé, je pars de cette idée-là. Je sais que j'ai tous les arguments historiques pour moi. J'ai tous les arguments avec moi. Donc, j'ai aucune raison d'avoir peur ou de me défier. Et oui, enfin, je pense que forcément, avec ce que j'ai subi à côté, pour moi, c'est pas un petit historien ou quelqu'un qui se prétend historien qui va pouvoir me faire peur. Donc voilà. Mais voilà, on invite encore nos auditeurs qui ne regardent pas toutes ces émissions, mais en tout cas à vous retrouver de temps en temps parce qu'effectivement vous êtes invités et vous n'avez pas eu les contradicteurs les plus faciles. Hein. Je vous dis honnêtement, vous êtes souvent retrouvés seuls, mais comme dans votre livre, comme dans votre histoire, ça vous correspond bien. Vous savez vous battre, vous ne lâchez rien, vous y arrivez et surtout vous donnez encore de la bonne information. Alors moi je vais vous remercier parce que déjà le matin on entend quelques parcelles d'émissions, en tout cas de journal de la matinale. Donc merci pour tout ce que vous faites, Ilana. Merci à vous, Sylvie, pour l'invitation et j'espère venir très bientôt à Marseille parce que j'adore cette ville. Ah, vous me faites plaisir. Je viendrai vous voir avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, l'invitation est lancée et je vous attends avec impatience, surtout qu'il fait très très beau ce week-end. Donc n'hésitez pas à prendre vos billets. Hein, c'est plus en tout cas à Paris. Ah ben voilà, vous savez, hein, on réfléchit pas. En plus, ça va faire du bien au petit ventre pour bébé 2. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous, Ilana. Et je vous embrasse tous. Moi aussi, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.